Richard Fandikian. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Roselyne Bachelot, vous avez occupé plusieurs postes ministériels importants sous divers gouvernements. Ministre de l'écologie sous Jacques Chirac, ministre de la santé et des sports sous Nicolas Sarkozy, puis ministre de la culture sous Emmanuel Macron. Vous vous êtes aussi distingué par votre engagement en faveur des droits des femmes, des minorités et de la culture. Dans Sacré Monstre, votre nouveau livre publié chez Plon, je souligne au passage, sinon c'est vous qui allez le faire, que Plon était l'éditeur du général de Gaulle, cher à votre cœur. Alors vous livrez dans ce livre souvenirs et anecdotes tressés autour de portraits de personnalités politiques, parmi lesquels Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jacques Chirac ou encore François Fillon. Un livre dans lequel vous expliquez l'écart qui s'est creusé entre les Français et la politique. Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a plus de normes, plus de clés de compréhension de la vie politique. Vous ajoutez les fauves qui obéissaient à un certain nombre de règles et de comportements auparavant ont été remplacés par des monstres. Exactement. Et j'en ai eu la certitude, pas la révélation, mais la confirmation en assistant, je le raconte d'ailleurs dans un des chapitres, en assistant à une cérémonie de vœux dans ma circonscription, enfin dans la circonscription que j'ai représentée pendant un quart de siècle. Oui. On change les noms des communes, on vit sur des modes de vie totalement différents. Les entreprises qui avaient structuré la vie économique de ce canton, ces entreprises ont disparu, transformées en centres culturels. Et véritablement, cette violence symbolique qui a été subie par nos compatriotes dans le dernier quart de siècle me paraît tellement importante, parfois plus importante que la violence économique ou que la violence sociale. Parce que personne ne peut se rebeller contre ces transformations. Tout le monde, par exemple, grogne contre le cumul des mandats. Et si on demandait aux Français, peut-on ressusciter le cumul des mandats, ils s'y opposeraient. Mais en même temps, il y a des personnalités qui étaient des médiateurs reconnus et estimés de la politique locale qui ont disparu au profit de jeunes élus parfois bien peu amarinés aux réalités de la vie locale. Et ça, cette violence symbolique, elle est vraiment très importante. Je rejoins complètement l'analyse d'un Jérôme Fourquet. Je ne le fais pas comme lui en sociologue, mais je le fais en praticienne de la vie de tous les jours. Alors, comment avez-vous choisi les personnalités politiques à mettre en avant dans ce livre ? Y a-t-il des personnes que vous auriez préféré épargner ou ne pas mentionner ? Oh, je n'ai pas de préférence. Vous savez, j'essaie. Bien sûr, j'ai des amis et des affections, mais je suis assez lucide pour les considérer aussi de façon presque, non pas désincarnée, mais de mettre mes affections de côté. Je veux faire à travers un livre qui n'est pas... mon fils qui est historien me dit toujours « Maman, ne prends pas pour une historienne ». Je ne veux pas faire œuvre de savante. Je veux proposer une analyse et j'allais dire, à travers des anecdotes, raconter la France d'aujourd'hui. Et comment raconter la France d'aujourd'hui si on n'est pas en face de ces trois personnalités dont j'estime qu'elles ont, en quelque sorte, non pas de leur faute, mais c'est l'époque, renoncer à ce qui structurait la vie habituelle, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui sont les trois personnalités majeures de la vie politique et qui ont ce caractère, je dirais, monstrueux, c'est-à-dire hors norme. Monstrueux n'a pas pour moi quelque chose de repoussant. Ça veut dire quelque chose qui ne répond plus aux normes habituelles. Jacques Chirac n'était pas un saint et Mitterrand non plus, oh là là. Mais j'allais dire, les gens les comprenaient. Oui. Ils obéissaient à des normes, ils étaient cruels, cyniques, ils avaient tous les défauts de la terre, mais ils étaient en quelque sorte prévisibles. Ils raisonnaient comme les gens habituels, les gens du peuple. Alors, quand vous rencontrez Emmanuel Macron pour la première fois, la veille d'être nommé ministre de la Culture, vous expliquez que vous arrivez à l'Élysée complètement modernisé, avec un président dans un canapé, sans cravate, avec une chemise largement ouverte sur son torse velu. Et là, vous vous dites, et je vous cite, « Putain, le code a changé ».
C'est exactement ça. Moi qui suis une vieille bête de la politique, vous savez, j'ai fait ma première campagne électorale en 77. Certes, pas pour mon compte, si j'ose dire, puisque j'étais sur une liste. Ma première campagne pour mon compte, 82. J'ai 40 ans de vie politique au compteur, et finalement, cette vie politique, je ne l'avais pas vue tellement changer. Certes, j'en avais eu les prémices quand je suis revenu au gouvernement en 2020, mais la période était tellement étrange avec cette crise Covid que j'avais pas mis les pièces du puzzle, je les ai pas mis tout de suite en place. Mais quand même, ma rencontre avec Emmanuel Macron, dans cet Élysée où je m'étais rendu avec d'autres présidents de la République, à toutes sortes d'occasions, avec les meubles du 18e, oui, les tableaux, et puis des gens qui sont en costume cravate, dans des sièges Louis XV, et qui vous parlent de façon classique. Et là, cet entretien, j'ai été complètement dérouté, et là, oui, je me suis dit, putain, le code a changé. Alors, concernant Gabriel Attal et Jordan Bardella, qui ont réussi à obtenir des rôles très importants sur la scène politique alors qu'ils sont très jeunes, vous qualifiez l'ancien Premier ministre et le président du Rassemblement national de bébé monstre. Alors, c'est quoi un bébé monstre ? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas encore réalisé tout ce qu'il a réalisé, d'abord parce qu'ils sont très jeunes. Il y en a un qui a 29 ans et l'autre qui en a 36 ou 37. Je ne me rappelle plus exactement de l'âge des protagonistes, mais je crois être bien dans le cœur de cible. Donc on sent bien qu'ils ont ça sous le pied. Je dirais presque que c'est absolument utile pour poursuivre leur carrière politique. Mais en même temps, ce sont des mini-monstres parce que eux aussi raisonnent selon des critères que les gens ont du mal à comprendre et à observer. Alors, bien sûr, en toile de fond, il y a la disparition des idéologies, il y a l'éclatement de la vie politique, il y a ces alliances contre nature où on voit un vieux conservateur comme Charles de Courson à l'Assemblée s'allier avec les gauchistes les plus résolus. On voit Éric Ciotti partir chez Le Pen. Enfin, on voit des choses qui, il y a 25 ans, auraient paru bouleversantes. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas des trahisons, bien sûr, et j'y consacre un chapitre aux trahisons dans le livre, on va y venir. Avec un certain nombre d'anecdotes, je l'espère, amusantes. Oui. Enfin, du moins, c'est ce qu'on me dit, et original. Mais voilà, ça crée de l'incompréhension. La semaine qui vient de s'écouler a été, je me suis dit, on est vraiment au bal des fous, quoi. Il y a un mot un peu étrange qui s'appelle l'entresort. C'était un spectacle où, ça ne se fait plus maintenant, où dans les foires ou dans les cabarets, on montrait des monstres. Et ça s'appelait un entresort. Oui. Eh bien, je crois qu'entre la vie politique américaine et le débat budgétaire français, on est vraiment dans un entresort. Alors, vous avez parlé de trahison. Alors, vous dites aussi qu'en politique, la trahison est de mise et que bien souvent, les politiques trahiront toujours ceux qui leur ont mis le pied à l'étrier. Vous ajoutez, et comme le destin des monstres, c'est de dévorer les monstres précédents, ils dévoreront les monstres qui les ont précédés. Alors, ce que vous décrivez, en fait, c'est un thème freudien. Ça s'appelle aussi un peu le meurtre du père. Exactement, hein. Tout cocu est mucini, même si on conteste la véracité de cette apostrophe de César à Brutus, toi aussi mon fils. Oui. Il y a aussi effectivement un cheminement qui se fait, parce que l'homme de pouvoir, il faut vraiment le pousser un peu en dehors de sa chaise curule ou de son fauteuil ou de son trône de roi pour qu'il accepte de livrer la place. À un moment, il y a une relation pathologique au pouvoir, et si on veut le renouvellement des générations, il faut un peu précipiter le gars du haut de la falaise, ça c'est sûr. Nous les femmes, on est un petit peu moins vissées au pouvoir, quoique je suis persuadé qu'on verra aussi des femmes monstres, et d'ailleurs j'en décris une avec Marine Le Pen. Mais c'est vrai que la trahison, alors là, n'est pas spécifique des monstres. Les fauves aussi sont des traîtres. Alors une affaire qui vous aura quitté votre
coûté, votre poste au gouvernement, c'est celle du sonotone de Jacques Chirac. En dévoilant que Jacques Chirac portait un sonotone, vous confierez plus tard avoir essuyé les vifs reproches de Bernadette Chirac, mais aussi ceux de sa fille Claude Chirac. 4 mois plus tard, vous serez évincé du gouvernement. Alors, quel souvenir vous gardez de cet épisode, Roselyne Bachelot ? Alors, j'ai d'abord un souvenir, il y a un chapitre où je donne un certain nombre de conseils à des jeunes politiques qui s'aventurent sur les plateaux des intervieweurs, et en particulier des intervieweurs matinaux. C'est toujours effectivement au dernier moment, quand on croit, comme dans les slaloms de ski alpin, avoir passé toutes les portes, qu'en général, l'intervieweur vous estocke avec une question finale. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jean-Michel Apathy, oui. Alors que je parlais de choses très sérieuses. Au dernier moment, il me demande, Jacques Chirac porte-t-il un appareil auditif ? Et là, je suis complètement désarçonné par cette question insidieuse. Et la deuxième leçon que j'en tire, c'est que j'ai une fâcheuse tendance à ne pas pratiquer la langue de bois et à essayer de répondre vraiment aux questions qu'on me pose. Ce que d'ailleurs beaucoup d'intervieweurs appréciaient, parce que je ne me réfugiais pas derrière des propos ligneux. Et c'est ce qui se passe. Tout le monde sait que Jacques Chirac porte un appareil auditif. Tout le monde a vu des photos où on le voit avec un appareil auditif dans l'oreille. Je trouvais ridicule, mais oui, il me semble que oui. Je réponds à ce moment-là à Jean-Michel Apathy. Donc les deux leçons, se méfier des dernières questions des intervieweurs, et deuxième leçon, eh bien, il y a des moments où il vaut mieux pratiquer la langue de bois. Une dernière question, Roselyne Bachelot, votre regard, bien sûr, sur la politique française a évolué avec le temps. Alors, comment tout cela se reflète dans votre ouvrage Sacré Monstre ? Je termine sur une note assez désespérée. Oui. Je dois dire que la séquence dont on a vu les prémices après l'élection présidentielle de 2022, mais qui s'est accélérée à une vitesse grand V avec le remaniement de janvier 2024, la dissolution, les atermoiements de nomination, le fait que plus personne ne sait où il habite dans cette vie politique française. J'ai vécu ce que la reine d'Angleterre avait appelé une annus horribilis, quand son château avait brûlé, c'est-à-dire une année horrible. Et moi qui suis bien sûr hors de la politique sur un plan officiel, mais éditorialiste, écrivain, commentatrice de ce qui se passe, je suis terrifiée et angoissée. Et c'est ce que j'ai dit dans ce livre, toutefois en l'habillant d'anecdotes qui permettent d'espérer, du moins, je le souhaite. Bien, mais en tous les cas, à l'approche des fêtes de fin d'année, ça peut être aussi l'objet d'un beau cadeau à offrir à des amis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Roselyne Bachelot, Sacré Monstre, un livre publié, encore une fois, je le rajoute, chez Plon, qui était l'éditeur du général de Gaulle. Mille merci, Roselyne Bachelot. Merci à vous. À très bientôt. Richard Fandikian.